Donc, l'enregistrement a débuté. Alors, au regard du nombre de participants, je vous propose de poser vos questions au fil de la présentation. Hein, donc, vous pourrez activer vos micros voilà, à ce moment-là pour poser vos questions. Et je vous demanderai de bien vouloir les couper lorsque vous n'avez lorsque vous n'avez pas la parole pour la qualité de l'audio. Alors, je vais partager la présentation. Est-ce que c'est bon pour vous? Elle s'affiche? Bon, pas de retour, oui, j'imagine. Bon. Très bien, merci. Alors, nous vous avons convié cet après-midi pour un peu moins d'1 heure à une présentation du dispositif des actions collectives sport 2024. Alors, pour celles et ceux qui auraient déposé des actions collectives sur l'année 2023, vous constaterez qu'en ce début d'année, les règles sont identiques. Néanmoins, bon, c'est l'occasion d'une piqûre de rappel. Voilà, et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il est possible, dans les semaines et les mois à venir, que les règles évoluent. Hein, mais on vous en informera si tel était le cas. Cette évolution peut être due notamment au niveau de consommation de l'enveloppe, mais on va y revenir. Pour commencer, l'objectif des actions collectives sport est de former le plus grand nombre de salariés et de dirigeants du secteur du sport, dans le but de professionnaliser le mouvement sportif. Pour accompagner cette professionnalisation, les partenaires sociaux de la branche ont défini une contribution supplémentaire à la contribution légale qui sert donc au financement de la formation professionnelle. Et ce taux de contribution conventionnelle va permettre de financer différents dispositifs tels que les actions individuelles, les actions de formation individuelles, les actions collectives, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la formation des dirigeants bénévoles, un catalogue de formation dédié au secteur du sport et enfin, autre dispositif financé sur les fonds conventionnels, l'appui conseil carrière qui lui concerne les sportifs professionnels et entraîneurs professionnels pour les accompagner notamment dans leur reconversion professionnelle. Donc au niveau national, on va avoir une enveloppe sanctuarisée sur les fonds conventionnels pour financer les actions collectives sport. Comment se monte une action collective? Cette action de formation, elle va être portée par une tête de réseau qui est adhérente à l'AFDAS. Donc, une tête de réseau, c'est une structure qui a la capacité de fédérer différents clubs autour d'elle. Il faudra réunir à minima 2 clubs adhérents à l'AFDAS, c'est-à-dire 2 structures qui comptent des salariés dans leur effectif. Le nombre de stagiaires devra être compris entre 6 et 25. La formation devra durer au maximum 15 jours. Les certifications inscrites au registre national des certifications professionnelles sont exclues. Également, les formations en sécurité et les formations de tuteurs. Ces formations-là ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge dans le cadre des actions collectives sport. En termes de public éligible, comme je l'indiquais au début de la présentation, sont concernés donc par et peuvent bénéficier des actions collectives sport les salariés et les dirigeants bénévoles dans le cadre de leur mandat. Donc attention, par dirigeant bénévole, on entend président, vice-président, trésorier, secrétaire général, élu. Et il faut que cette formation soit en lien avec leur mandat. Les dirigeants bénévoles ne peuvent se voir financer dans le cadre des actions collectives sport des formations sportives. Donc, j'ai n'importe quoi, mais une formation en pilates ne pourra pas être suivie par un président. Il faut que la formation soit en lien avec l'exercice de son mandat. Et une tête de réseau pourra porter
au maximum 15 actions collectives sur l'année civile. En ce qui concerne la prise en charge du coût pédagogique, eh bien, on applique un barème journalier de 260 € par heure de formation, donc 260 € maximum. Et attention, lorsqu'on ramène ce coût pédagogique au coût horaire stagiaire, eh bien, il ne devra pas dépasser 40 € de l'heure. Vous pouvez également bénéficier d'une prise en charge jusqu'à 400 € par jour pour la location d'une salle. On peut également, en plus du coût pédagogique, participer à la prise en charge de frais annexes selon donc le barème conventionnel sport suivant. On va être plafonné à 83 € pour le repas du soir plus la nuit, à 15 € pour le repas. Et pour les transports, eh bien, on va pouvoir vous accompagner au réel dans la limite de 300 €. Attention, pour que l'OPCO, pour que l'AFDAS puisse participer à la prise en charge des frais annexes, il faut que ceux-ci soient portés par la tête de réseau. C'est-à-dire que c'est la tête de réseau qui doit régler ses coûts et ensuite facturer l'AFDAS pour que l'on puisse bien, vous rembourser. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade? J'ai une question. Oui. Bonjour Amélie, bonjour à toutes et tous. Caïs Benmoussa du comité régional EPGV Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Et Caïs. moi, je viens, Amélie, sur la question des dirigeants bénévoles et de leur mandat. Oui. Aujourd'hui, on a de plus en plus de dirigeants bénévoles qui, soit au niveau du comité régional, soit au niveau de nos comités départementaux, soit au niveau de nos clubs, n'ont plus forcément d'intitulé de mandat de type président, vice-président, trésorier ou autre, puisque les structures fonctionnent ce qu'on appelle en collégialité, c'est-à-dire qu'ils sont élus pour diriger une structure associative, mais qu'ils ont plus ou moins tous le même niveau de responsabilité. Donc il y a un représentant légal, parce que c'est la préfecture qui le demande, mais hormis cette situation de représentant légal qui correspond plus ou moins à un président, les autres membres du bureau n'ont pas de titre. Ils ne sont pas vice-présidents, ils ne sont pas trésoriers, ils ne sont pas secrétaire général. Ils sont membres de la collégiale. Et donc, dans ce cas-là, c'est quand même bien des dirigeants bénévoles dits exécutifs, puisqu'ils ont un rôle de direction de structure au niveau politique. Et je me demandais comment ça pouvait être pris en compte, puisque quand on lit texto les conditions, a priori, ils n'en bénéficieraient pas. Or, encore une fois, on a de plus en plus de structures qui sont dans ce cadre-là. Oui, alors là, Caïs, je ne pourrais pas apporter de réponse aujourd'hui, parce qu'en effet, jusqu'à présent, on était quand même centré sur président, vice-président, trésorier, secrétaire général. J'entends ce que vous me dites. Alors, je vais porter cette question auprès de notre conseillère nationale de branche pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on applique dans ce cas-là, parce que je ne saurais pas répondre. Après, ouais. il figure quand même sur un procès-verbal. Enfin, il figure au procès-verbal de l'élection, par exemple, en Assemblée générale, puisque c'est l'AG qui détermine que le fonctionnement sera en collégialité. C'est un mode de fonctionnement qui est tout à fait accepté par les financeurs, région Auvergne-Rhône-Alpes, conseil départemental, préfecture, etc. Et encore une fois, c'est quelque chose où, justement, parce qu'on a du mal à trouver des bénévoles, un peu comme tout le monde, les gens n'acceptant pas les responsabilités forcément de trésorier, vice-président, etc. Et ils estiment, alors après on peut en discuter, mais ils estiment que ça marche mieux dans un système de collégialité où il n'y a pas un président, un vice-président, un trésorier. Et donc on est dans quelque chose de beaucoup plus, comme le nom l'indique, beaucoup plus participatif et collégial. Et moi je m'étonne, je le dis, qu'on soit vraiment limité par ces fonctions-là, puisque ça correspond à des modèles qu'on voyait beaucoup auparavant, mais qu'on voit toujours, hein, c'est la majorité, mais qui ont tendance à s'effacer par rapport justement à des fonctionnements type collégial. Non, tout à fait. Bah, écoutez, je vais faire remonter cette question, et puis de toute façon, le PowerPoint, je vous le diffuserai.
Je l'enverrai à l'ensemble des structures et têtes de réseau qui ont participé à ce webinaire, et j'en profiterai pour répondre vous apporter les réponses que je n'aurais pas pu apporter aujourd'hui. Donc cette question, je vais la faire remonter, et je vous dirai voilà quel est le retour qui m'aura été fait à ce sujet. Merci Annie. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. J'ai vu une autre main, je crois, se lever. C'est clair. Je suis de la même structure que Caïs qui vient prendre la parole, du comité régional de gymnastique volontaire Auvergne-Rhône-Alpes. Ma question est toujours dans la recherche de dirigeants bénévoles. On va mettre en place des formations pour expliquer ce qu'est le rôle de dirigeant, pour expliquer quelles peuvent être les missions, pour essayer de sensibiliser les bénévoles à s'engager dans la direction, en tout cas l'organisation d'une structure. Et même question, ces personnes ne sont pas donc sur le mandat, sont juste des bénévoles, mais qu'on va amener vers des relèves de dirigeants, donc des prises en charge de mandat. Donc ça voudrait dire que toutes ces formations ne pourraient pas être prises en charge par une action collective, vu au jour de la formation, ils n'ont pas de statut. Président, secrétaire, trésorier, vice-président et ça. Oui, alors pour moi, Claire, il y a deux choses dans ce que vous venez d'expliquer. Je ne suis pas sûre qu'on considère que ce soit une action de formation. On est plutôt là sur de la sensibilisation, de l'information pour amener des personnes à s'engager bénévolement au sein de structures. Donc, déjà, ça, c'est un premier élément. Il faudrait voir comment est construit le programme de formation, mais j'ai des doutes sur l'éligibilité comme ça, présenter ainsi. Et ensuite, oui, ça rejoint la question qu'a posée Caïs. Donc, voilà, je suis désolée, mais aujourd'hui, je botte en touche. Je reviendrai vers vous. Merci. Voilà. Alexis, je crois que vous avez levé la main. Oui, j'ai une question par rapport au calcul du coût pédagogique, notamment le petit laïus sur le coût horaire. J'ai pas très bien compris. Les 40 € de l'heure, on le rapporte à quoi? Au nombre d'heures, au nombre de stagiaires qu'on a? Au nombre de stagiaires, en fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que dans le cas où vous auriez une action de formation, enfin une action collective qui regrouperait 6 stagiaires, eh bien, lorsque vous calculez votre coût horaire stagiaire, il ne faut pas dépasser 40 € de l'heure par stagiaire. Par contre, au-delà de 6 stagiaires, j'ai envie de dire que cette règle-là, on sera en deçà souvent des 40 € de l'heure, quoi. Mais c'est quand vous êtes à 6 stagiaires qu'il faut faire attention à ne pas dépasser 40 € de l'heure par stagiaire. D'accord, donc en fait… Au-delà, il y a peu de risques. Oui, c'est ça, mais en fait, voilà. Cela veut dire qu'en fait, si on a 6 stagiaires, le plafond il est de 1 680 €. Enfin, je l'ai calculé rapidement. Oui. On est ça, alors que réellement, le plafond il est de 1800 et quelques. Et en fait, si on a stagiaire, c'est bien 1100. Ok, j'ai compris. Tout à fait. Rapporté aux stagiaires. Très bien, merci. Très bonne question. Je peux poursuivre ou est-ce qu'il y aura encore d'autres questions sur ce qui vient d'être vu? S'il te plaît. Oui. Du coup, par rapport aux 15 jours de formation max, on n'est pas obligé de les faire d'affilée et on pourrait les répartir sur une année dans la demande, ou il faut faire une demande à chaque fois? Non, ils peuvent être, si ça concerne une même formation, eh bien, il faut déposer une seule action dans laquelle on retrouve les 15 jours de formation qui peuvent être étalés sur une période de 6 mois, par exemple. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Et après, on refacture qu'à la fin, quand tout est terminé. C'est ça, oui. Même les frais annexes, tout. Oui, tout se fait à la fin. Okay. Ouais. D'accord. Merci. Et si, du coup, et est-ce que les stagiaires doivent être identiques sur tous les week-ends proposés, ou ils peuvent changer et participer Oui, parce que sinon on considère que, en fait, il faut raisonner en session. Comment dire, c'est une action de formation avec les mêmes stagiaires. Voilà. Ok, d'accord. Donc il faut bien que ce soit les mêmes personnes. Sinon, dans ce cas-là, si les stagiaires changent, eh bien, il faudra déposer une autre demande. Ouais, oui. Ok, d'accord. Merci à toi. Donc je continue. Là, on va plus rentrer dans la partie qui concerne le dépôt de la demande de prise en charge par la tête de réseau sur son portail adhérent AFDAS. Donc la tête de réseau doit
effectuer donc une demande de prise en charge sans enregistrer les stagiaires. Donc, vous déposez votre demande et vous faites figurer uniquement le coût pédagogique. Hein, donc, la date de début, date de fin de formation, l'intitulé de la formation et le coût pédagogique. La saisie des stagiaires, elle, devra se faire dans les 5 jours qui suivent le début de la formation. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez saisir les frais annexes. Hein, car bon, j'imagine que la plupart ont déjà déposé des demandes de prise en charge sur le portail adhérent de l'AFDAS, hein, et vous avez pu peut-être observer que c'est lorsque l'on enregistre un stagiaire que là, on a la possibilité d'agrémenter, de demander des frais annexes. La tête de réseau devra recueillir un certain nombre d'éléments pour justement enregistrer les stagiaires, notamment le numéro de sécurité sociale, l'adresse, le mail du stagiaire, sa nationalité, la date de naissance, la ville de naissance, le pays, son niveau de formation, indiquer s'il est reconnu travailleur handicapé, hein, préciser le libellé de son poste, la catégorie socio-professionnelle occupée et enfin le SIRET d'entreprise, enfin de la structure dans laquelle il travaille en tant que salarié ou dans laquelle il est dirigeant bénévole. Encore une fois, les frais annexes sont portés par la tête de réseau uniquement. Hein. L'AFDAS ne pourra rembourser les clubs individuellement pour les frais annexes qu'ils auraient eus. Et donc, la tête de réseau doit déposer sa demande de prise en charge avant le début de la formation. Hein, ça aussi, c'est si vous souhaitez avoir un retour sur la prise en charge du coût pédagogique, avant le début de la formation, il est important de déposer la demande, si possible, 1 mois avant le début de la formation, au plus tard. À noter, lorsque la tête de réseau dépose sa demande sur le portail adhérent, donc ça, je pense que vous l'avez bien compris, elle ne doit pas enregistrer les stagiaires et dans ce cas, elle ne pourra pas non plus déposer les frais annexes, enfin de faire une demande pour les frais annexes. Une fois que vous avez déposé votre demande de prise en charge, le pôle de gestion étudie son éligibilité. Si tout est OK, le pôle de gestion réserve les fonds pour le financement du coût pédagogique. Et votre demande passe au statut en attente d'enregistrement stagiaire. Par contre, attention, imaginons qu'on est le 31 janvier, votre formation elle commence le 15 mars. Là, vous déposez votre demande de prise en charge, le pôle de gestion l'instruit, tout est OK. La demande passe en attente d'enregistrement stagiaire au 12 février. Attention, ça ne veut pas dire qu'on vous demande d'aller saisir les stagiaires. Il faudra bien attendre le 15 mars pour aller saisir vos stagiaires et les frais annexes. Si la tête de réseau, par exemple, on prend l'exemple d'une ligue régionale. On a beaucoup de ligues régionales qui vont avoir des organismes de formation. Souvent, on a un même numéro SIRET. Dans ce cas-là, lorsque la tête de réseau, la ligue, dépose sa demande de prise en charge sur son portail adhérent, il faudra qu'elle indique dans la partie organisme de formation qu'il s'agit d'un prestataire externe à sa structure, même s'il s'agit de son organisme de formation. Attention, ça c'est très important, hein, parce que normalement, dans un cas comme celui-ci, la Ligue va avoir un numéro d'adhérent à l'AFDAS et également un numéro prestataire en tant qu'organisme de formation. Et là, dans le cadre des actions collectives sport, il faudra bien indiquer que cet organisme de formation est un prestataire externe à la structure. Pour la facturation, il faudra bien distinguer pour ceux qui auraient des locations de salles, le coût pédagogique des frais de location de salles. Enfin, élément important, il faut veiller à optimiser les sessions de formation.
Comme encore une fois, la philosophie des actions collectives sport, c'est de toucher un maximum de salariés, de dirigeants bénévoles. Donc, la volonté, c'est d'optimiser les sessions. Donc, si on peut être à 25 stagiaires, eh bien, c'est très bien. Alors après, en effet, ça peut aussi dépendre de la nature de la formation. Il y a certaines actions de formation, à 25, on va perdre en qualité d'enseignement. En termes de pédagogie, ce n'est pas possible. Donc, dans ces cas-là, ça s'explique, on pourrait être en deçà de 25. Mais vraiment, l'idée, c'est de chercher à optimiser le nombre de participants sur vos sessions. J'en profite pour les actions de formation qui seraient dupliquées. Par exemple, vous faites une action de formation sur, je ne sais pas moi, tout ce qui va être valeur de la laïcité, l'égalité, la République, enfin voilà, tout ce dont on entend beaucoup parler en ce moment. Eh bien, si la formation se fait sur le 69 et ensuite est dupliquée sur le 42, attendez-vous à ce que le pôle de gestion revienne vers vous pour vous demander pourquoi cette action de formation est dupliquée. Même si en effet on n'est pas sur le même territoire, le 69 et le 42, ça reste relativement proche. Donc l'idée, là encore une fois, ce qui se pratiquait l'an dernier, c'était on finance la deuxième action de formation si la première est optimisée en nombre de stagiaires. Donc, si vous avez 20 stagiaires à la première, la deuxième, on devrait la financer. Si vous avez eu 6 stagiaires à la première, la deuxième, c'est pas sûr qu'on vous la finance. C'est un peu la logique, c'est ce qui s'est pratiqué sur l'année 2023. Donc, attention, en cas d'action de formation dupliquée, on pourrait revenir vers vous, en tout cas, pour vous demander des précisions et pourquoi cette action est mise en œuvre une deuxième fois sur l'année civile. Alors, je crois qu'il y a une main qui s'est levée. Ouais, c'est encore Caïs, désolé. Oui. C'est par rapport à la question justement de la duplication des formations, oui. Amélie. C'est typiquement, nous, on fait des formations à nos présidents de club, qui n'ont pas forcément l'intitulé de président, dixit mon intervention précédente, mais c'est pas grave, donc qui sont élus. Et c'est des formations, par exemple, à la gestion d'un club, à la partie ressources humaines, management d'équipe, etc. On limite, ou en tout cas je limite les formations à 12-13 participants maximum parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, au-delà, ça devient très compliqué parce qu'il y a des échanges, des cas pratiques, etc. On a fait ces formations à Lyon et à Valence et j'ai des demandes maintenant pour les renouveler justement sur Saint-Étienne, dans l'Ain et dans le 74. Typiquement, est-ce que l'AFDAS va me dire non parce que c'est exactement la même formation, même si elle se fait dans des départements limitrophes? Ou est-ce qu'il y a quand même des possibilités de le faire, sachant qu'on a quand même sur la région pas loin de 600 clubs et qu'on essaye de les faire au plus proche des territoires parce que sinon, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, quelqu'un qui est aujourd'hui sur Clermont-Ferrand ou à Saint-Étienne, il va hésiter à venir à Lyon, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une règle au niveau du kilométrage ou je ne sais quoi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur vous l'avez fait à Lyon, bah, vous n'allez pas pouvoir la faire forcément à Saint-Étienne? Alors, vous n'allez pas forcément pouvoir la faire à Saint-Étienne en fonction si vous avez simplement à Saint-Étienne, enfin, si sur la première session, vous aviez seulement 6 stagiaires. On pourra peut-être vous la refuser, mais là-dessus, on n'a pas de règle. Et à 12, 13 Oui, 12, 13, je pense que. En tout cas, il est possible qu'on revienne vers vous pour vous demander d'argumenter. Voilà. Et en fonction de l'argumentation que vous allez donner, on vous financera ou pas l'action. Par contre, quand même, j'insiste, essayez d'optimiser vos sessions et d'avoir un maximum de stagiaires. Voilà. Après, moi, pour être transparente avec vous, la dernière fois que j'ai demandé ce qu'on considérait comme étant une session optimisée, on m'a répondu 25. Donc, bon. En fait, si vous voulez, je pense qu'Aïs, dans le cas… Amélie, ça me paraît compliqué. 25 participants, 25 stagiaires et un formateur, ça me paraît compliqué. Enfin, nous, on essaye de le faire aussi dans cette optique-là. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit de nous-mêmes, si on la met à 25, sincèrement, en termes de qualité pédagogique, enfin, sans en vouloir, mais en termes de qualité pédagogique, c'est pas du tout la même plus-value pour les participants. Derrière, on a aussi des enquêtes satisfaction. Si dans les enquêtes, on se fait pourrir parce qu'ils étaient trop nombreux ou autres, c'est aussi dommage.
Parce qu'on est Calliope, on essaye de faire, on essaye aussi de tenir compte, forcément, de ce qu'on met en œuvre, quoi. Ah bah ce sera pas 25, ce sera 20. Non, mais Caïs, encore une fois, c'est ce que j'ai dit. Si pédagogiquement, voilà, à vous ensuite d'argumenter, d'expliquer que. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui nous a été présenté, ce qui a été demandé, c'est de pouvoir former le plus grand nombre. Voilà. Oui, donc, oui. Non, mais après, on pourrait passer. Si on doit modifier la formation pour dire qu'on l'a modifiée et que c'est pas la même, on peut en arriver là, mais je trouve ça dommage parce qu'en réalité, ça va être la même formation. Simplement, on sait très bien que on atteint un maximum en termes de participants et que derrière, si on la met à Aix-les-Bains ou à Lyon ou je sais pas moi, à Mâcon, c'est pas les mêmes publics. Donc, est-ce qu'il y a une règle au niveau de vous la mettez là, donc vous pouvez pas la mettre trop proche? Et dans ce cas-là, on fait attention à ce point-là. Mais de dire la formation n'est pas optimisée parce qu'elle n'est pas remplie à 25, on la remplira jamais à 25. On les limite de nous-mêmes à 12 ou 13 participants. C'est pour ça, je dis juste que si vous revenez vers nous, je vous dirais c'est nous qui avons de nous-mêmes bloqué à 12 ou 13 parce que pour un formateur, c'est ingérable. Là, comme ça, j'aurais pas une réponse définitive, ferme, parce que. C'est aussi pour remonter des éléments. Oui, non, mais complètement. On l'a déjà fait remonter cette problématique. Je pense que 12-13, ça peut passer. Écoutez, je verrai si je peux avoir plus de précision, mais l'an dernier, je sais que certaines actions en deçà de 15 ont pu être retoquées, quoi. Donc, bon. Mais je vais quand même, je reposerai la question. Après, bon, encore une fois, si vous expliquez que, en effet, l'idée c'est de localiser, d'être au plus près des dirigeants bénévoles, des salariés, pour éviter des frais de déplacement, pour éviter. Et si vous êtes à 12-13, je pense que ça peut passer. Mais en tout cas, le message, c'est l'optimisation. Voilà. Okay, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, j'avais levé la main, mais la question était le même. D'accord, très bien. Alors, je poursuis. Donc, sur cette slide, je vous ai fait une copie écran du portail adhérent. Alors, je suis désolée, c'est pas très lisible. La partie qui est grisée, donc correspond à la rubrique « Mes demandes de prise en charge ». Donc, lorsque vous arrivez sur le portail adhérent, la tête de réseau doit cliquer sur « Mes demandes de prise en charge » et à ce moment-là, la fenêtre qui va s'ouvrir, vous aurez un bouton noir en haut à droite, « Nouvelle demande ». Il faudra cliquer sur ce bouton et ensuite, on vous demandera de sélectionner le type de demande que vous souhaitez faire. Donc là, il s'agira d'une demande dans le cadre du développement des compétences. Et ensuite, donc, une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, on vous demandera différentes informations sur l'action de formation, comme date de début, date de fin, le libellé de parcours qui, lui, doit être précédé de ACO. Donc, ACO, c'est l'acronyme d'action collective. Donc, vous devrez indiquer ACO suivi de l'intitulé de l'action de formation dans la rubrique libellé du parcours. Vous retrouverez l'ensemble des règles qui cadrent les actions collectives sport en cliquant sur le lien que je vous ai mis ici même. J'ai fait figurer les différentes thématiques du catalogue sport qui est construit par les partenaires sociaux de la branche. En début de présentation, j'ai indiqué que la branche professionnelle du sport avait mis en place, donc depuis maintenant un certain nombre d'années, une contribution conventionnelle en plus de la contribution légale pour financer davantage de projets formation aux acteurs du sport.
Et pour cela, sur les fonds conventionnels, la branche a décidé de financer un catalogue de formation sur différentes thématiques comme la gestion de projet, les ressources financières, l'événementiel sportif, le développement de l'offre sportive, et les différentes autres thématiques qui figurent sur cette slide. Donc, si vous voulez, les partenaires sociaux, on finance ce catalogue sport et en plus sanctuarise des fonds pour financer des actions collectives sport. L'idée, c'est que les actions collectives puissent permettre de financer des formations qui ne seraient pas forcément dans ce catalogue sport. Alors, attention, il n'est pas interdit pour une tête de réseau de déposer une action qui concernerait l'analyse vidéo, par exemple, ou la préparation mentale, ou vous pouvez très bien déposer une demande, une action de formation qui correspondrait à l'une de ces thématiques. Néanmoins, l'idée, c'est quand même d'optimiser les fonds et de se positionner sur des actions qui ne figurent pas au catalogue, sachant que les clubs qui inscrivent leurs salariés aux actions de formation du catalogue, ne voient pas leur plafond, leur budget imputé. Si vous voulez, la prise en charge des actions catalogue, elle se fait hors plafond des structures. Donc, ça veut dire que c'est en plus et ça ne vient pas impacter les fonds qui peuvent servir à financer d'autres projets de formation. Voilà, donc bon, attention, c'était plus à titre d'information, mais sachez que l'idée, ce serait plutôt de proposer des formations qui ne figurent pas dans ce catalogue, parce qu'on a déjà des financements pour ces formations-là. Et en plus, ça n'impacte pas les budgets des clubs, donc voilà, et puis ça permet de former des salariés ou dirigeants bénévoles à d'autres thématiques. Voilà, donc pour terminer, j'ai repris l'ensemble, j'ai introduit donc une slide qui reprend l'ensemble de l'équipe de conseillers emploi formation de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en fonction de vos territoires, soit vous passez directement par votre conseiller pour avoir des informations et échanger sur vos projets d'action collective, ou bien pour ceux qui souhaiteraient déposer notamment plusieurs formations sur l'année, il faudrait qu'à un moment donné, je sois informée donc, de ces projets pour avoir une vue d'ensemble et pouvoir remonter à la branche ce qui se fait sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation. Je vous l'avais dit, on prendrait moins d'1 heure, donc c'est confirmé. Hop. Donc je suis disponible pour d'autres questions, s'il y en a. Je voudrais vous poser une question par rapport au délai, c'est-à-dire que si on met en place une formation, pas du tout en action collective, et qu'à un moment donné, on se voit effectivement qu'on n'aura pas beaucoup de monde, et pour inciter peut-être des animateurs, en tout cas des salariés à venir à la formation, on la déclare en action collective. Le temps minimum, c'est 1 mois avant le début de la formation? Non, moi, c'est ce qu'on conseille, parce que c'est comme ça, au moins, on sait que ça nous laisse le temps de revenir vers vous s'il y a des ajustements à faire, si des choses ne sont pas claires. On revient vers vous et ensuite, on peut vous donner une réponse avant le début de la formation. Voilà, par contre, c'est un délai conseillé, mais vous pouvez déposer votre demande 1 semaine avant. Par contre, vous n'avez pas l'assurance que vous aurez un retour du pôle de gestion quant à la prise en charge de l'action. Voilà. D'accord. Ce que je n'ai pas dit également, c'est que dans le cas où vous déposeriez une action collective avec 6 stagiaires, un nombre de 6 stagiaires prévisionnels, la formation arrive et puis finalement, il y a un absent. Il se retrouve à 5. Et bien, dans ce cas-là, on bascule sur des actions individuelles et on n'est plus sur le format collectif. C'est-à-dire que chaque structure qui aurait inscrit
un salarié ou un dirigeant bénévole à l'action collective devra déposer une demande de prise en charge individuelle. Voilà, et donc après, ce sera au regard des règles de prise en charge que l'on peut mettre en place sur le plan de développement des compétences sous les actions collectives. Ce qui veut dire que pour aller plus loin par rapport à la question de Claire, c'est que si ils sont 5, qu'il n'y a pas de prise en charge dans la formation collective, donc ça va passer sur le plan de développement des compétences en imaginant que la structure a déjà consommé ses 1 400 € de budget, puisque moins de 11 salariés donc les 1 400 € sont déjà consommés, il n'y aura aucune prise en charge. Ça veut dire qu'ils l'ont. On ira sur les fonds conventionnels si la structure a encore des fonds conventionnels à mobiliser. D'accord. Ou on pourra peut-être aussi aller sur du FNE formation. Parce que là, donc, le FNE formation 2023 a été prolongé jusqu'au 15 mars. Vous pouvez déposer des demandes de prise en charge jusqu'au 15 mars 2024. Et ensuite, il est question qu'une nouvelle convention pour 2024 soit signée, mais par contre, on n'a pas de visibilité quant à la date, et donc on ne sait pas quand ce sera effectif. Néanmoins, le FNE reste une possibilité. Notamment pour les têtes de réseau qui auraient un nombre d'actions collectives conséquent et au regard du niveau de consommation de l'enveloppe dédiée aux actions collectives sport, peut-être qu'à un moment donné, on reviendra vers vous pour transformer certaines actions collectives en demande individuelle FNE. Voilà, bon, on n'en est pas là, mais voilà. Et encore une fois, il est possible que dans les semaines, les mois à venir, le cadre des actions collectives évolue. D'accord. Parce qu'on c'est un dispositif qui marche de mieux en mieux. Donc, on a de plus en plus d'actions qui sont déposées avec des fonds, avec une enveloppe qui, elle, reste plus ou moins la même. Donc, voilà, c'est vrai que si on peut aller mobiliser les fonds du FNE ou si on peut aller mobiliser les actions du catalogue sport, ça permet d'optimiser les fonds et d'accompagner sur la durée et plus de projets de formation. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous aviez si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté. Je lève la main parce que j'ai attendu, j'ai pas eu de main levée, donc je reviens. Très bien, Chris, on vous écoute. Juste pour demander, mais en imaginant, parce que nous, on intervient comme beaucoup de ligues sur une grande région, et on a des territoires qui sont très, très éloignés des points de formation. Je pense notamment au Cantal, mais pas que. Et donc aujourd'hui, ce qui les rebute, c'est pas tant la prise en charge des frais de formation et du face-à-face pédagogique, c'est plutôt tout ce qui est déplacement, nuitées, repas, etc., etc. Et la question que je me posais, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a possibilité de poser des dossiers FNE jusqu'au 15 mars, est-ce qu'il y a la possibilité, s'ils n'ont pas impacté leur plan de développement des compétences, de prendre les frais périphériques, les 1 400 €, de les consacrer à des frais de déplacement pour que le FNE prenne en charge la partie frais pédagogiques. Ce montage-là, il n'est pas possible. On ne peut pas avoir on peut pas avoir un financement FNE sur une même action de formation. On ne peut pas avoir un financement FNE sur du coût pédagogique et à côté un cofinancement pour les frais annexes sur du plan de développement des compétences. Parce que l'État considère que le plan de développement des compétences, ça relève du légal et que c'est des fonds de l'État. Donc, on ne peut pas avoir de cofinancement FNE, plan de développement des compétences. Tant pis, merci. Voilà. Alexis ? Oui, du coup, je vais reparler d'un sujet, mais dont a déjà parlé Caïs auparavant. C'est surtout par rapport à l'optimisation des formations, par rapport au nombre de stagiaires. Donc nous, effectivement, on n'a pas de formation en dehors de Lyon. Donc effectivement, voilà, on n'a pas cette problématique-là. Par contre, effectivement, on a des thèmes de formation et parfois on a beaucoup de personnes en liste d'attente sur une formation, par exemple. Nous, on peut accueillir potentiellement, comme le disait Caïs, même pour la qualité de la formation, entre 12 et 15 stagiaires maximum. Et j'ai envie de dire, est-ce que si on atteint donc ces 12 à 15 stagiaires et que l'on a encore des personnes en liste d'attente, est-ce que c'est un élément valable pour dire qu'on va dupliquer la formation ou pas, ou comment ça se passe?
Alors, moi, ma réponse, ce serait de dire 15 stagiaires. Je considère que c'est déjà très bien. Au regard encore une fois, de l'enseignement et de la qualité pédagogique, en effet, 15 derrière, pour moi, ça pourrait être dupliqué. Je vais quand même réinterroger le pôle de gestion à ce sujet parce que si vous avez une liste d'attente avec 7 stagiaires, oui. il pourrait dire on fait 15 plus 7 et voilà. Oui, il faut que la liste d'attente soit au moins significative, j'imagine. Voilà, donc écoutez, j'essaierai de vous apporter des éléments plus qualitatifs pour le coup par rapport à cette notion d'optimisation, mais l'idée, voilà, c'est quand même d'être sur un nombre, 15 stagiaires, bon, à 15 stagiaires, on y arrive. Hein. Je veux dire, bon, la qualité pédagogique, elle est là, même quand on a 15 stagiaires. Oui, tout à fait. Bon, je comprends, Amélie. Et j'ai une autre question par rapport à la temporalité. Nous, on travaille en saison, hein, donc, et vous travaillez en année civile. Si j'ai un thème de formation sur la première partie de la saison, donc entre juillet et décembre, et que je la reduplique sur l'année d'après, de janvier à juin, ça c'est possible du coup, même si c'est la même thématique, parce qu'on est sur une nouvelle année. Tout à fait. Okay. Ça peut être une solution. Pour oui, nous, ça peut être une solution. Oui, tout à fait. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, de toute façon, je vous ferai suivre le PowerPoint. J'en ai une dernière, Amélie. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais vraiment une dernière. Est-ce qu'il y a justement, parce que quand on disait, bon, à 15, la qualité pédagogique y est, etc. Bon, pour moi, je considère que c'est déjà beaucoup. Et à 23, autant dire que c'est même pas jouable. Mais en imaginant qu'on les monte vraiment à 23, derrière, on va avoir des questionnaires satisfaction dans le cadre de nos enquêtes Calliope qui sont vraiment pas terribles. On a déjà essayé, on a eu des formations où ils étaient 17, c'était une catastrophe. Et ça, est-ce que l'AFDAS tient compte du retour des stagiaires élus ou salariés aux formations collectives où c'est vraiment le financement et il n'y a pas de… Parce que je me disais, c'est vrai que là, on parle finance, mais tout le côté pédagogique et tout le côté satisfaction par rapport à la formation, est-ce que c'est pris en compte d'une façon ou d'une autre? C'est ma question. Alors, en tant que tel, nous, on n'a pas de contrôle direct là-dessus. Par contre, ça vient alimenter les échanges qu'il peut y avoir au sein de la branche. Donc, moi, ça m'intéresse d'avoir ce type de retour pour le faire remonter parce que ça vient alimenter du coup et ça peut participer à l'évolution, à faire évoluer les règles. Hein. Donc, non, on est intéressé par les retours qualitatifs, même si, comme ça, directement, pour l'instant, à ce jour, il n'y a jamais eu de questionnaires qui vous aient été envoyés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées. Mais j'aurais été curieux de connaître justement la qualité des formations dispensées à 23. Je ne la remets pas en cause forcément, tout dépend du thème. Mais en tout cas, je sais que sur les formations qu'on fait, et pour continuer par rapport à ce que disait Alexis tout à l'heure, nous, on a des gens en liste d'attente, mais si on les a mis en liste d'attente, on ne se serait pas vu faire 15 plus 7, on en a 23, et on lance la formation. Ça, d'un point de vue financier, je le comprends. Mais d'un point de vue pédago, encore une fois, quelque part, ça me gêne. D'un côté, on est pris en tenaille avec des règles Calliope qui nous demandent de miser sur la qualité de la formation. Et ça me paraît tout à fait logique. Et de l'autre côté, le côté financier, où on nous dit qu'il faut en prendre un maximum. Donc moi, alors, c'est pas que financier. L'idée, c'est pas que financier non plus. C'est aussi, encore une fois, c'est que ça bénéficie à un maximum de salariés, de dirigeants bénévoles, notamment dans les petits clubs, qui du coup se voient allégés de la partie administrative. Hein, s'ils inscrivent leurs salariés à une action collective, ils n'ont pas à déposer, eux, sur leur portail adhérent de demande de prise en charge. Ils n'ont pas assuré le suivi. Donc, ça peut encourager à former ses salariés. Même chose pour le catalogue sport. Hein, lorsque vous inscrivez un salarié à une des actions du catalogue sport, vous vous inscrivez auprès de l'organisme de formation. Après, c'est l'organisme de formation qui s'assure de la partie administrative. Hein. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir accompagner un maximum d'acteurs
à se former. Néanmoins, bon, je vous rejoins. Ce nombre de 25, il date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait depuis que les actions collectives sport existent, et même dans d'autres OPCO, on était déjà à ce chiffre-là maximum. Dans les faits, bien sûr, il y en a très peu. Il y en a très peu, parce que c'est sûr que 25, bon, ça peut être compliqué, quoi. Voilà, bon, 15, par contre, ça se fait, enfin, pour aussi avoir animé, moi, des actions de formation dans un autre temps, ça se fait 15, ça reste quand même, bon. Alors, je vous dis pas sur toutes les thématiques, mais 15, ça me paraît quand même, bon, je pense qu'on peut faire du bon boulot quand même avec 15 personnes en face, quoi, de soir, en face à face pédagogique. Merci. Bon, on les refera, on va essayer de monter à 15, mais... Voilà, écoutez, en tout cas, nous, la demande, c'est d'optimiser. Et voilà, après, je vous dis, moi, quand j'ai posé la question sur ce qu'on entendait par optimisation, on m'a répondu 25. Bon, donc voilà. C'est une alerte que je vous donne. Voilà, après, encore une fois, par contre, si vous arrivez en argumentant, je pense qu'il y a des choses qui, voilà, bien sûr, qui s'entendent. Mais voilà. Écoutez, si j'arrive à avoir plus d'informations à ce sujet-là, je vous en ferai part. Voilà. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer ce webinaire. Je vous remercie de votre attention, de votre participation, et je reste disponible pour toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Bonne Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.